Voici l'exercice 3 qui concerne le stockage de l'énergie électrique et particulièrement l'usage des condensateurs. Il est difficile de stocker l'énergie électrique sans passer par une autre forme d'énergie. C'est ainsi qu'on peut stocker l'énergie électrique en la transformant en énergie mécanique. Par exemple, les barrages, ou en énergie chimique, par exemple les piles ou les accumulateurs. Les batteries, quoi. Il y a cependant un moyen de stocker directement d'énergie électrique en accumulant les charges électriques sur un dispositif qu'on appelle un condensateur. Ce condensateur est par exemple constitué de deux plaques. En voici une en perspective et voici la deuxième en face de la première. Elles sont toutes les deux séparées ici par un isolant. Et cet isolant, ça peut être tout simplement l'air ou bien du mica, par exemple. Du mica étant une sorte de plastique, on va dire. Alors c'est très simple. Pour charger électriquement ces plaques donc conductrices, il suffit de leur appliquer une différence de potentiel U. Donc on va mettre un fil d'un côté, un fil de l'autre sur la plaque, sur l'autre plaque, et puis on va les relier à une batterie, donc à une différence de potentiel au final qui pourra être U. Donc on va connecter ces deux plaques à un générateur, quoi. Dans ce cas, la quantité d'électricité Q qu'il va y avoir sur chaque plaque, en coulombs, est donnée par la formule Q égale C fois U. Et ce C, c'est appelé la capacité électrique de ce condensateur, composé donc ici tout simplement de deux plaques métalliques. Deux plaques métalliques séparées donc par un isolant. Alors voici déjà une première question. Question donc 1. La capacité dont je viens de parler se mesure en farad, qui se note F. Alors bien entendu, ça vient du physicien anglais nommé Faraday. La question est 1 farad, c'est égal à quoi? 1 ampère seconde par volt, ou bien 1 volt par coulomb, ou bien 1 coulomb par watt, ou bien 1 volt ampère seconde. À vous de choisir la bonne réponse. Alors voici la deuxième question. Considérons un condensateur composé de deux plaques, l'une en face de l'autre. Voici la première. Voici la deuxième. Considérons qu'il y a un isolant ici entre les deux. Soit S la surface de ces plaques, soit D la distance qui sépare les plaques, soit E l'épaisseur des plaques, et soit epsilon la permittivité électrique ou diélectrique, donc la permittivité électrique ou diélectrique de l'isolant qui est entre les deux plaques. Ça peut être donc de l'air, du verre, du PVC, peu importe.
des mesures donnent les résultats suivants. Si je mets C en fonction de S, j'obtiens une droite, comme celle-ci. Si je mets C en fonction de D, j'obtiens quelque chose comme ceci qui décroît. Si je mets C en fonction de E, l'épaisseur des plaques, j'obtiens cette horizontale. Et si je mets C en fonction cette fois de epsilon, de la permittivité du diélectrique, entre les plaques, j'obtiens une droite. La question est, parmi les expressions suivantes, quelle est celle qui est correcte? L'expression donc de la capacité de ce condensateur. Alors est-ce cette formule-ci, à moins que ce ne soit celle-ci, ou bien encore celle-ci, ou bien celle-ci, ou bien enfin celle-ci. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. N'oubliez pas que vous pouvez arrêter la vidéo en appuyant sur la touche espace à tout moment. Puis vous rappuyez sur la touche espace pour la faire redémarrer. Voici la troisième question. Soit un condensateur dont la capacité est de 30 microfarads. Vous savez ce que veut dire micro. Ce condensateur est chargé de 270 microcoulombs. Et les plaques sont séparées de 5 mm. Quelle est la valeur du champ électrique entre ces plaques? Voici la question numéro 4. Il faut savoir que le condensateur plan, et d'ailleurs tous les condensateurs, sont représentés par ce symbole de droite verticale et les liens de part et d'autre. Que ce soit un condensateur plan d'ailleurs ou un condensateur électrolytique, peu importe le type de condensateur. Voilà, alors je vais relier ce condensateur à un interrupteur que j'appelle K et de l'autre côté à un générateur qui lui est dessiné par une longue barre et une petite barre, comme vous le constatez et vous le savez déjà. On va appeler ça A', ça B', ça A et ça B. Et la distance D entre les plaques. Alors voilà, dans le circuit électrique que je viens de décrire, où A et B sont donc les plaques d'un condensateur, on ferme à un moment donné l'interrupteur K. Quels sont les signes des charges portées par les plaques A et B? Et on vous demande de compléter ce petit tableau, tout simplement, avec les charges de A et de B. Question 5. Soit le schéma électrique suivant. Vous avez un condensateur avec des plaques, par exemple, A et B, une résistance dans le circuit, R, qui vaut 1000 ohms, et enfin une pile de 9 volts. Ah oui, n'oublions pas non plus un interrupteur qu'on appelle cette fois encore K. R est une résistance de 1000 ohms, on l'a dit, et dès la fermeture de l'interrupteur K, un courant d'intensité I va charger les plaques. Dès qu'on va fermer l'interrupteur K, un courant d'intensité I va charger les plaques A et B. Ce courant I va circuler brièvement dans le circuit, le temps de charger les plaques. Et je vais donner ici le graphique de ce courant I en fonction du temps T. Et l'allure, c'est quelque chose comme ça.
avec I0 à l'origine du temps. Donc, un courant, I, va circuler, en tout cas dès que l'interrupteur K sera fermé. Un courant qui va être ici établi également. Et donc, des charges électriques vont se déposer sur les plaques A et B. Mais il va y avoir une sorte de saturation à un moment donné. Donc ça va être assez bref. Alors on sait évidemment que si le courant va de la borne positive de la pile vers la borne négative de celle-ci, le courant électrique est dans le sens opposé à la circulation des électrons dans le circuit. Donc, des électrons vont circuler d'ici par là, et puis comme ceci, et tout cela très provisoirement. Donc, on peut imaginer comment sera chargée la plaque A et comment sera chargée la plaque B. Et quelle est la question cette fois? Eh bien, tout simplement de savoir établir le graphique de l'évolution de la charge électrique Q en fonction du temps. Donc la charge électrique sur une des deux plaques, bien sûr, en fonction du temps. La question suivante, la 6, sera tout simplement de trouver la valeur de I0. La question 7, que voici, concerne un condensateur qui est préalablement chargé, donc, il est chargé donc avec une charge Q, et il va se décharger dans une bobine que voici. Et ce qu'on constate, donc voilà, c'est les seuls deux éléments qu'il y a dans ce circuit, et on constate que l'intensité du courant, I, diminue plus lentement que dans le graphique précédent. Cochez parmi les propositions suivantes l'explication correcte de ce phénomène, telle est la question 7. La proposition petit a, la bobine développe une tension induite qui s'oppose au courant. Petit b, le champ magnétique terrestre s'oppose au champ magnétique de la bobine, ce qui ralentit la décharge du condensateur. Petit c, les plaques du condensateur perdent leur charge plus rapidement. Petit d, le champ magnétique qui apparaît dans la bobine crée une force de Laplace sur les conducteurs, elle s'oppose au courant. Ou petit e, le champ magnétique qui apparaît dans la bobine crée une force de Lorentz sur les conducteurs, elle dévie le courant. Je vous propose de faire un arrêt sur image pour répondre à cette question. Voici la question 8. Aujourd'hui, on fabrique des supercondensateurs de très grande capacité dans le but de propulser certains véhicules. Soit un tel supercondensateur de 100 farad, carrément 100 farad. Donc ça, c'est la capacité, évidemment, du condensateur, chargé sous une tension moyenne de 3 volts. Si ce condensateur alimente un jouet électrique de 3 watts, sous cette tension moyenne, calculez l'énergie électrique stockée dans ce condensateur, ainsi que la durée pendant laquelle il peut fonctionner. Je vous propose un arrêt sur image. Appuyez sur espace. Voici un exercice assez intéressant, c'est l'exercice 9. Voici le fonctionnement en fait d'un airbag de voiture, ou plutôt du déclencheur de l'airbag de la voiture. Voici des montants qui se trouvent dans la voiture, et voici un condensateur qu'on va représenter par deux plaques, A et B. L'une est fixée au châssis de la voiture, et l'autre est montée sur un ressort, que voici. Un ressort lui-même monté sur le châssis de la voiture. On appelle ce système un accéléromètre. Le schéma, donc voilà,
illustre le fonctionnement de cet accéléromètre qu'on appelle accéléromètre à condensateur, où A et B sont donc des plaques de simplement un condensateur. Et voici le sens du mouvement de la voiture. Lorsque la voiture va freiner, que va-t-il se passer? Eh bien, la plaque A du condensateur ne va pas bouger, mais la plaque B, évidemment, va se déplacer vers la droite, dès que cette voiture, qui est en mouvement dans ce sens-ci, ira vers la droite. Il va en résulter une variation de capacité du condensateur qui est donnée par la formule suivante. C égale 6 10 exposant moins 15 sur D, où C est évidemment en farad et D est en mètres, si on suit les unités du système international. Alors, soit une voiture qui avance à 72 km/h et dont la vitesse s'annule brutalement lors d'une collision sur 50 cm. Voici les questions. Petit a, calculer la décélération supposée constante de la voiture. Petit b, représenter sur le schéma le vecteur vitesse et le vecteur accélération de la plaque pendant le choc. Dans le montage que je viens de dessiner, le condensateur AB est chargé sous une tension de 12 volts. Et la distance D qu'il y a entre les plaques est de 2 mm. La masse de la plaque que voici, c'est 10 grammes. Et la constante de raideur du ressort, c'est 500 newtons par mètre. L'airbag se déclenche dès que l'accélération atteint le seuil de A égale 100 mètres par seconde au carré. Eh bien, voici la question C. Calculer la variation de charge électrique portée par la plaque B du condensateur lorsque l'accélération seuil est atteinte.